Merci de votre aimable attention. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Daouda Ndiaye, journaliste et ancien directeur général de la RTS, ancien directeur de la communication de l'Assemblée nationale. Il est aussi journaliste tout naturellement. Monsieur Daouda Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est donc parti pour un entretien spécial ou j'allais même dire une discussion à toute liberté pour reprendre le nom de cette belle émission que vous présentiez à la RTS. Le Sénégal a connu des journées chaudes les 1er et 2 juin derniers. De votre côté, avez-vous vu des manifestants ou des pillards, comme disent certains? Oui, j'ai pas été témoin directement de scènes de pillage, mais avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec les comptes rendus des journalistes, ça et là, naturellement, je me suis fait une idée de ce qu'il une idée plus ou moins exacte. Il y a également les réseaux, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a une globalisation dans le domaine de l'information. Donc, oui, j'ai vu ça et c'est très regrettable. C'est un épisode très sombre de notre histoire. Justement, vous avez suivi de très près, je suppose, l'évolution, l'histoire politique sénégalaise. Donc on dit que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation inédite. D'autres disent non, il y a eu des crises politiques, notre pays a traversé des crises politiques. Mais selon vous, qu'est-ce qui différencie cette crise politique qu'on est en train de vivre, cette crise de 2023, à celles qui ont précédé celles que nous sommes en train de vivre là présentement? Mais c'est-à-dire que cette crise, en quoi est-elle différente des autres? À mon sens, moi qui ai été témoin de plusieurs crises électorales, pré- ou post-électorales, je crois qu'une crise de cette ampleur, c'est vrai, on n'en a presque jamais vu. Mais il y a toujours eu des crises, c'est pas la première fois. Ça peut surprendre beaucoup de jeunes comme vous. Ça peut traumatiser, entre guillemets, un certain nombre de personnes, surtout des jeunes. Mais nous qui sommes là sur le terrain depuis quelques années déjà, Dieu merci, j'ai fait la campagne, j'ai couvert des campagnes électorales depuis 1993, depuis l'élection présidentielle. Cette crise de 1993, mais donc on dit que ce qui différencie peut-être cette crise de 2023 aux autres crises, c'est la source. Donc on dit que c'est la première fois qu'une crise politique surgit au Sénégal venant d'une question, disons privée, pour ne pas utiliser un autre terme, entre deux personnes, une plainte, un procès et des manifestations, des morts. Mais vous avez raison. Une affaire privée qui a pris qui en quelque temps s'est transformée en gros scandale national et puis a abouti à la situation que l'on connaît et c'est très dommage puisque je crois que, à mon sens, on ne devait pas en arriver là. Comment en Je sommes-nous le arrivés à dis cette sans situation? pointer mon doigt vers personne. Comment Mais en sommes-nous arrivés donc à cette situation? là, vous l'avez suivi comme moi, je crois que vous l'avez suivi. Bon, comment nous en sommes arrivés? Il y avait une dame, une jeune dame, une quasi-adolescente, qui a estimé avoir été l'objet d'un viol et qui a porté plainte. Et un monsieur, bien entendu, une personnalité, puisque je crois que c'est ainsi qu'il faut l'appeler, vu la dimension qui est la sienne aujourd'hui au plan de sa popularité. Et donc, avec un nom politique, Ousmane Sonko en l'occurrence, donc, qui a nié les faits et qui a estimé que c'était un complot d'État. Voilà, et de Carib dans Silla, on a culminé vers un point de non-retour et cela a abouti à la situation que l'on connaît. Est-ce que la situation a été bien gérée par l'État du Sénégal? Oui, je crois qu'on ne peut pas accuser l'État du Sénégal de n'avoir pas essayé de gérer cette affaire. Je crois que l'État a joué son rôle.
Maintenant, les gens l'apprécient différemment, c'est normal, puisque les appréciations sont relatives, elles ne sont jamais absolues selon moi. Chacun a son point de vue, qui est le sien, et qui ne peut pas être celui de tout le monde. Donc moi, je ne crois pas à l'unanimisme. Donc je ne sais pas maintenant si vous parlez de l'ampleur de la crise de cette histoire, parce que qu'on dise que si c'était du temps du président Senghor ou du président Abdou Diouf, peut-être qu'on aurait pu trouver d'autres solutions pour ne pas en arriver à cette situation. Non, je crois que ça relève de la fiction politique. Moi, je me refuse à raisonner comme ça, de si c'était non. On gère la situation qui est en face. Nous avons été témoins d'une situation donnée. C'est de cette situation dont on est autorisé à parler. Et non pas de ce qui aurait pu se passer avant. D'accord. Mais pensez-vous qu'il y avait des moyens pour que l'État puisse stopper net cette affaire pour qu'on n'en arrive pas à cette situation? Non, l'État, je n'ai pas de raison d'en douter. Je crois que l'on n'a pas de raison d'en douter. En tout cas, personnellement, je n'en doute pas. A dit que c'est une affaire de justice qui relève de la justice. Il faut laisser la justice faire son travail compte tenu de la séparation des pouvoirs. La justice a travaillé sur ce dossier selon sa vision des choses. Et voilà, jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation de Sonko, nous en sommes là. Que pensez-vous du traitement judiciaire de cette affaire? Pensez-vous que les droits de toutes les parties ont été respectés? En théorie, oui. En théorie, je crois que, puisqu'il y a eu l'accusation, le processus, bien que très agité, on a quand même, cette affaire a été menée du début. Ce qu'on peut considérer comme début, c'est l'accusation, jusqu'à la fin, donc jusqu'au verdict. C'est vrai qu'il y a un appel qui a été introduit, ça veut dire que l'affaire continue. On peut considérer que les diverses parties ont accepté cela. Ousmane Sonko a été jugé en son absence. Ses avocats disent qu'il n'a pas reçu de convocation. Ndeye Khady Ndiaye qui s'est défendu sans avocat. Tout cela est-ce que cela n'entache pas la décision qui a été rendue par la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar? Ça relève d'une appréciation. Moi, je pense que ils ont fait leur travail selon leur conscience, à chacun. Je crois que les juges, les magistrats, je n'ai pas de raison de douter de leur sérieux et de leur compétence. Je ne suis quand même pas jeune. Je suis sur le terrain politique. Vous étiez peut-être pas encore depuis 1979, 80. Je suis à la télévision. J'étais à la télévision en 79, 80. Donc j'ai été témoin de beaucoup de choses. Il y a eu énormément d'événements qui se sont passés. 83, 88, ça a culminé un peu. Il y a eu beaucoup de crises au Sénégal. À chaque fois, et on a eu à assister à des... ce qui se passe n'a rien vraiment arrivé. Quoique, même si je le déplore, je dis que nous avons souvent été témoins de ces tribulations dans l'histoire politique du Sénégal. Le Sénégal a connu pire que ça. Pire, certainement pas. Mais le Sénégal a connu des situations. On ne peut pas procéder à une comparaison mathématique. Oui. Ce sont des situations quasi semblables. La crise de 1988 était une crise très sérieuse. L'assassinat de Maître C, c'était comme dit sérieux, ça aboutit à mort d'homme. À l'origine, ce sont des contentieux électoraux qui ont conduit à cette situation. Donc, avant cela, moi-même j'étais jeune, il y avait des gens qui ressemblaient un peu à Ousmane Sonko, le profil de Ousmane Sonko, les Blondin Diop, qui se sont battus, qui ont
qui ont connu la prison, ce blondin en question que je n'ai pas connu, et qui est mort en prison. Oui. Il y a eu Mamadou Dia, la crise de 1962, vous savez. Lui dit incarner cette position qu'incarnait à l'époque Mamadou Dia. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, comme un Mamadou Dia bis, ou bien comme une personne qui incarne les mêmes valeurs politiques, idéologiques que Mamadou Dia? Non, je ne peux pas. Je crois que Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko. Mamadou Dia, c'est Mamadou Dia. Ils sont venus à des époques différentes, avec une formation différente, avec peut-être des réalités qui n'étaient pas les réalités que vivait Mamadou Dia à l'époque, ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le Sénégal de Mamadou Dia n'est pas celui d'Ousmane Sonko. On peut dire qu'ils se sont battus, ils se sont rebellés contre le régime qui était en place. Et Mamadou Dia, lui, il a été Premier ministre, disons. Oui, président du Conseil. Ousmane Sonko est encore dans l'opposition. Donc je crois que je ne peux pas dire Ousmane Sonko égale Mamadou Dia. Non, je ne crois pas. D'accord. Durant cette crise aussi, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des coupures de journaux qui reviennent sur les péripéties de ces crises-là dont vous parliez tout à l'heure, entre le président Abdou Diouf et le Maître Abdoulaye Wade, qui était à l'époque opposant. Pendant des périodes de crise, il y avait tout le temps des moyens qui étaient mis en place pour que les principaux protagonistes puissent communiquer. Est-ce que là, vous pensez que c'est possible, ça peut être possible, facile, de trouver un moyen pour que le président Macky Sall et Ousmane Sonko puissent avoir un canal de communication? Oui, je vais me hasarder un pronostic téméraire. Je vous dis qu'ils vont se rencontrer. Comment? Parce que au moment où ces événements, ces regrettables événements se passent, il y a quand même un dialogue national qui est en cours. Boycotté par Ousmane Sonko. Oui, boycotté par Ousmane Sonko, mais pour l'instant, c'est un opposant. Quoique, comme je dis, populaire, il est dans l'opposition. Ceux qui sont au dialogue sont des responsables qui, pour la plupart, ont eu à exercer des fonctions aussi administratives. Il ne faut pas les négliger. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger personne. Il ne faut pas non plus surestimer quelqu'un. Il ne faut pas... Moi, je me refuse de surestimer quelqu'un, fût-il... voilà. Quelqu'un, quelle que soit sa position, quoi. Bon, il n'est pas venu, mais c'est devenu, c'est vrai, un interlocuteur incontournable, compte tenu de sa position d'accusé qui aujourd'hui estime qu'il est victime d'un complot d'État et qui se trouve propulsé au devant de la scène. Il est regrettable que cela se soit fait dans ces conditions, mais je crois que ce dialogue, attendons de voir les résultats. Dans les suggestions ou les décisions, dans les suggestions, les propositions qu'il aura à faire, ils ne peuvent pas ne pas suggérer une rencontre Ousmane Sonko, Macky Sall. Cette rencontre ne risque pas d'être compliquée, puisque là, on ne sait toujours pas si Ousmane Sonko sera emprisonné ou pas. Il y a une peine d'emprisonnement ferme. Pensez-vous que Ousmane Sonko doit être emprisonné? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Ça, c'est de la politique fiction, je ne sais pas. Mais il y a une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans. Oui, mais vous savez, la justice, elle tient aussi compte. La justice, elle fait son travail, mais elle tient compte d'un environnement, un environnement social, un environnement politique. Dans l'intérêt du peuple, elle peut, je crois, réorienter ou revoir sa décision dans le sens du peuple. Ça peut arriver. S'il se montre maintenant inflexible sur la décision, effectivement, il ne pourra pas échapper. Maintenant, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas faire de la prospective politique. Mais est-ce que ce ne serait pas un précédent dangereux? Parce qu'on parle
de préservation des fondements de l'État, de la République. Est-ce que ça ne serait pas un précédent dangereux qu'un homme politique, quelle que soit sa dimension, mais qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme et qu'il reste toujours chez lui? Oui, les conditions, je vous l'ai dit au début, sont regrettables. Personne n'aurait souhaité voir ça dans son pays. Personne. Je dis bien personne. L'essentiel est de les inciter et de prier, puisque c'est Dieu qui décide. En fin de compte, les gens l'oublient souvent devant le déroulement des événements dramatiques et tout. Ils oublient, c'est Dieu. Il faut prier donc que la situation s'améliore, que le dialogue se poursuive, sans Ousmane Sonko en prison. Des gens qui étaient en prison, je constate, je dis que des gens parfois qui étaient en prison y étaient en négociant avec le pouvoir en place. Et quand ils sont sortis, ils ont même intégré le gouvernement. Les négociations se sont poursuivies et ils sont entrés au gouvernement aux côtés de celui qu'ils combattaient. Cela s'est passé. Bon, je ne peux pas refaire ici l'histoire politique du Sénégal. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais au moins je puis vous dire cela sur la base de mon vécu, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu vivre. Il y a un blocus autour du domicile de Ousmane Sonko. Pensez-vous que dans cette logique, dans cette démarche d'apaisement, qu'on doit lever ce blocus? Oui, tout ce qui peut... Je vais vous répondre, ce sera une réponse... j'oublie un peu la formule. Bon, si on lève le blocus, ça pourrait être une bonne chose, très bonne chose. Et si la levée de ce blocus peut contribuer davantage à assurer la paix sociale, la paix tout court, ce serait davantage mieux. Mais ça, ce sont les spécialistes de la sécurité. Nous avons des forces de défense et de la sécurité. Quoi qu'il arrive, moi je suis convaincu de leur efficacité, de leur compétence. Ousmane Sonko lui-même l'a dit dans des discours, que les forces de défense et de sécurité du Sénégal, il l'a dit en d'autres occasions, avant celle-là, avant ces événements, bien entendu. Et je crois qu'il ne change pas de position. Donc, je crois que les militaires, il y a une hiérarchie dite militaire. Ils obéissent à des ordres. Voilà, ce sont des gens disciplinés, mais professionnels. Et parmi eux, énormément de gens, ce sont des républicains comme vous et moi. Donc, moi, ce blocus, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas allé du côté du domicile de M. Sonko. Bon, est-ce que c'est un blocus extrêmement... un blocus réel ou supposé, excusez-moi. En tout cas, il est très difficile d'accéder à son domicile. Même pour les journalistes qui y vont, s'ils ne prennent pas certaines précautions, s'ils filment comme ça, on peut les chasser à coups de grenades lacrymogènes. Mais bon, vous savez, ça, c'est un peu le rôle, hein? C'est le rôle de toutes les forces de sécurité dans le monde. C'est pour vous expliquer quand que c'est très difficile d'accéder au domicile de Ousmane Sonko. Même en France, quand les Black Blocs se mettent à détruire Paris et sa banlieue, Lyon et sa banlieue, Marseille et sa banlieue, les forces de sécurité font leur travail, font leur boulot. Il y a souvent, dans des situations comme ça, qui se présentent comme une sorte de nébuleuse, où il est difficile de distinguer qui fait quoi, qui dit quoi, qui a commis quel tort. Quand on se trouve dans une situation aussi nébuleuse, il faut s'asseoir et discuter. Moi, c'est le point de vue, c'est ça mon point de vue, et je crois que par là nous passerons, par là nous sommes obligés de passer, et par là nous passerons.
D'accord. Donc, je vais vous reposer la question. Vous avez abordé une partie des réponses, mais comment trouver une issue heureuse en préservant l'autorité de l'État pour que l'État ne s'affaiblisse pas devant une personne, devant une personnalité, quelle que soit sa dimension? Ouais. Bon, d'abord, je crois que l'État ne peut pas s'affaiblir devant une seule personne. Je crois que n'exagérons quand même pas. L'État, en État, c'est un État. Un État est toujours organisé. Un État, il ne faut jamais négliger le poids, la force d'un État. Fut-il un État minuscule, puisqu'un État qui est nanti de sa légitimité, de sa souveraineté, qui est nanti de ses forces de défense et de sécurité, il peut revendiquer une certaine force. Je ne crois pas donc qu'un seul individu puisse faire face à un État. Ce n'est pas possible. Maintenant, on peut dire qu'une personne peut être le moteur d'une évolution ou d'une révolution, c'est possible. Mais moi, j'ai été témoin, comme je vous l'ai dit, témoin de beaucoup de soubresauts en Afrique surtout, et ailleurs dans le monde. Et je ne le sais pas pour le Sénégal, puisque ce serait en retard de, je ne sais, X années. Un retour en arrière de X années, en recommençant au moment où nous commencions un peu à nous inscrire dans la voie de l'émergence. Ce serait dommage, surtout pour les jeunes que vous êtes. Nous avons un peu, comme on le dit de manière triviale, nous avons un peu fait notre temps. J'aurais aimé que vous puissiez travailler, évoluer, grandir, vous mouvoir dans un environnement qui puisse vous permettre de vous épanouir. D'accord. Comment appréciez-vous la communication du gouvernement durant cette période de crise? Bon, le gouvernement, là-dessus, j'avoue que je ne serai pas trop bavard, très bavard, parce que je crois que le gouvernement joue son rôle avec les moyens dont il dispose, selon la ligne qui est prescrite aux organes de presse d'État, aux médias d'État. Il y a une ligne éditoriale. Moi, je ne saurais ici, ce serait déloyal de m'attaquer à cela, puisque j'ai été rédacteur en chef aussi. De la RTS. Rédacteur en chef de la RTS, directeur de la télévision. Et à l'époque, nous étions seuls. Il n'y avait pas de concurrence. Oui. Donc, qu'on nous aimât ou qu'on ne nous eût pas aimé, nous étions seuls et on était un peu obligés de nous regarder. Donc, je puis mesurer quand même la responsabilité d'un État. Mais le poids d'un État et le pouvoir d'un État. Peut-être qu'à l'époque, quand vous étiez rédacteur en chef de la RTS, la communication était bien coordonnée, mais là, on constate que d'une part, il y a le ministre de l'Intérieur qui sort pour donner des informations, et de l'autre, des hommes politiques qui appartiennent à la majorité qui sortent et qui nous parlent de forces occultes et parfois qui pointent des individus comme étant des personnes qui font partie de ces forces occultes. Est-ce que cette approche a participé à éclairer l'opinion sur ce que nous sommes en train de vivre présentement? Je vous ai dit, c'est vrai, vous êtes très jeune. J'ai déjà répondu que nous sommes dans une sorte de nébuleuse. Parfois, je compare un peu, quand je discute avec des amis, je dis, on assiste à une sorte de théâtre d'ombre, et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cela est arrivé plusieurs fois. Il y a eu des répétitions. Cela s'est passé ailleurs, cela se passera ailleurs. C'est la nature de la politique d'être comme ça. Il y a des compromis, il y a des compromissions, il y a tout. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Alors, tant qu'on sera inscrit dans cette sorte de nébuleuse, rien, on ne peut pas. Il serait hasardeux de vouloir affirmer. Puisqu'il faut tout relativiser. Les gens s'accusent mutuellement de ceci ou de cela. Alors, on ne sait pas qui a raison. On ne sait pas qui a raison. Parce que pour moi, c'est une nébuleuse.
On ne sait pas ce qui s'est passé à Dakar. On a parlé de nervis, on a parlé de mercenaires, on a parlé de rebelles, on a parlé de n'importe quoi. On a parlé de bandits, de vandales. Alors, dans tout ça, donc vous attendez les conclusions d'une enquête? Voilà, moi je crois qu'il faut une enquête minutieuse, objective, etc., menée avec l'accord et la compréhension et l'indulgence des Sénégalais. J'appelle mes compatriotes à comprendre que ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça ne profitera à personne. Ça ne peut profiter à personne. Et je ne pense pas que l'enjeu envahit la chandelle. D'accord. Ousmane Sonko, lui, il semble être constant dans sa démarche. Pas de compromission. Il le dit. On ne négociera pas avec un pistolet sur la tempe. Il le dit. Est-ce que vous pensez que cette posture peut aider à sortir de cette crise? C'est son point de vue. Moi, je respecte les points de vue. Mais Ousmane, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. C'est à travers la presse, je le vois. Je sais que c'est un jeune, c'est un garçon courageux, brillant, qu'il m'excuse de bien vouloir utiliser le mot garçon, c'est pas péjoratif, c'est pas prétentieux non plus, c'est juste une expression comme ça. Je crois que on ne peut pas imposer, je ne peux pas négocier, il doit négocier. Parce que le pouvoir, parce que le peuple veut la paix, il est écouté par une bonne partie de ce peuple, en particulier par la partie la plus importante, les jeunes. Donc, pour cette responsabilité, à cause de le fait qu'on le supporte ainsi, ça devient un poids lourd, une responsabilité. Il doit négocier, quel qu'en soit, même si les conditions lui semblent inacceptables. Ça ne fera que le grandir. Moi, si j'étais son conseiller, je lui aurais dit, allez-y. Cela ne va pas vous rapetir, cela vous agrandira. Il faut négocier, il faut parfois... Même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on annonce une Troisième Guerre mondiale. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Même dans les grandes guerres mondiales, on sait, à un moment, on s'est arrêté, on a négocié. Qu'il s'agisse de 14-18, de 39-45, etc. Je crois que les guerres sont faites aussi pour s'arrêter à un moment. Donc, je ne négocie pas avec le pistolet sous la tempe. Bon, j'aime bien la métaphore, c'est brillant. C'est brillant, c'est bien formulé, mais je crois, moi, en tout cas en tant que doyen, j'aurais conseillé d'aller négocier. Il n'y a rien d'humiliant dans cela. Cela ne fait qu'agrandir un homme au lieu de le rabaisser. D'accord. La police s'est prononcée au sujet d'une vidéo relative à des forces occultes. Et une vidéo qui a suscité une polémique. La presse internationale s'est intéressée à cette vidéo et a démontré qu'il s'agissait de personnes qu'on a vues aux côtés de personnes en tenue de police, pour être beaucoup plus prudent. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences de cette sortie de la police? Oui, mais je crois que, vous savez... Surtout par rapport à la crédibilité des forces de défense et de sécurité. Et rien ne... Bon, j'ai moi-même vu sur France 24 des spécialistes décrypter un peu ces images. Qui leur a fait parvenir ces images? Comment ont-ils reçu ces images? Ce sont des images partagées largement sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu, mais rien ne veut dire que je suis un homme de télévision. Et depuis 80, s'il vous plaît. Et je connais la télévision, je connais, sans prétention. Donc, les moyens d'aujourd'hui, avec surtout avec vous les jeunes, aujourd'hui la technologie en matière de télévision appliquée à la télévision, on peut tout faire. D'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre, on peut manipuler. Mais je ne vais pas me prononcer sur le sérieux ou le non-sérieux, pardonnez ce néologisme, de ces images. Ils ont tenu leur conférence de presse, ils ont fait leur devoir, ce sont des militaires, ils sont chargés de la sécurité, ils sont venus expliquer à l'opinion, comme l'ont fait les médecins pendant le Covid ou la Covid, c'est selon. Comme vous l'auriez fait si c'est la communication
ou la télévision ou les réseaux sociaux qui étaient au centre, comme l'aurait fait n'importe qui s'il est attaqué, etc. Moi, je crois, non, je refuse de disserter un peu sur... D'accord. On sent une forte internationalisation du combat. Vous êtes intéressé par les relations internationales. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce la position géopolitique du Sénégal, ou bien est-ce que ce sont des considérations beaucoup plus générales, juridiques, politiques, qui peuvent expliquer cet état de fait? Mais la situation du Sénégal, mais surtout la situation géopolitique de la sous-région. Regarde, je n'aime pas beaucoup, moi, m'immiscer dans la politique intérieure des autres pays. Mais voyez ce qui se passe autour de nous. Le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, je voulais dire. Oui. Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger, partout. On peut dire que ça bouillonne un peu partout. Ouais. Ça bouillonne un peu partout. Le Sénégal était peut-être le seul îlot de stabilité auquel les gens croyaient encore. Pour la première fois, les gens sont devenus sceptiques. La peur commence à s'emparer de certaines chancelleries, etc. Cela, c'est quand même, ce serait regrettable pour nous tous, en particulier pour vous les jeunes, qui êtes encore là pour développer, travailler pour ce pays, parce que c'est votre devoir. D'autres l'ont fait avant vous, vous devez le faire. Donc, je crois que c'est à cause de tout cela. On dit que le Sénégal, c'était peut-être le dernier. Oui, tout ça, je vous dis que ça relève de la politique fiction. C'est vrai, il y a un peu une sorte d'adage. On dit que le pétrole égale malheur, égale trouble, égale crise, etc. Mais bon, il faut être cartésien. Ouais. Il faut être cartésien. Le pétrole a enrichi les pays du Golfe et en a fait aujourd'hui les pays où se trouve la plus forte croissance, où se trouvent concentrés les pays les plus riches, où l'on compte le plus grand nombre de milliardaires, pourrais-je dire, ou des pays où tous les besoins de la population sont satisfaits. Moi, je rêve de ce pétrole-là et de ce gaz-là. Nous devons nous mobiliser pour une exploitation judicieuse, rationnelle, qui puisse permettre au Sénégal, qui a fait beaucoup d'efforts, parce que c'est en doté quand même d'infrastructures enviables déjà. Imaginez que l'on entre dans l'ère du pétrole dans des conditions de paix et de sécurité. Vous voyez ce que ça ferait? Un très beau pays en émergence. D'accord. Le F24 prévoyait une marche ce samedi, manifestation qui a été finalement interdite. Mais est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour manifester? Non, je crois que dès lors qu'il y a un dialogue, même si c'est entre 4 personnes, il y a un dialogue reconnu par une partie des Sénégalais. Je ne dirais pas par l'ensemble des Sénégalais, mais ce n'est pas possible. Je dis, je ne crois pas l'unanimisme. Il y a une bonne partie des Sénégalais représentatifs quand même de la société sénégalaise qui sont en dialogue. Donc on attend les résultats. Je crois que manifester, moi personnellement, vous avez requis mon point de vue. Là, je vais exprimer un point de vue qui n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, qui n'est pas forcément le bon point de vue, mais j'exprime le mien. Je pense que ce n'est pas là, on devrait s'accorder une pause, une petite pause pour évoluer dans la sérénité, dans le calme, mais dans la justice, l'évolution de la situation. Vous êtes ancien DG de la RTS. Quel est le regard que vous portez sur le travail des médias? Bien, les médias font un travail excellent. C'est l'occasion de féliciter les jeunes pour leur dynamisme, en particulier pour ce qu'ils font dans les reportages en direct, pour les progrès prodigieux réalisés par l'expression du journalisme dans le domaine des langues nationales. Non, les générations qui étaient les nôtres étaient incapables de développer peut-être à ce point-là un journalisme dans les langues nationales. Vous le faites aujourd'hui. Nous nous exprimions surtout
dans la langue de Molière. Mais c'était encore beaucoup plus difficile avec vous d'être journaliste que oui, ouais. ça, bon, mais Ouais. c'est un métier passionnant, mais difficile et ingrat. Oui. C'est un métier passionnant, mais difficile et ingrat, dans lequel on doit venir pour la passion, pour l'amour du métier. Non pour l'acquisition de richesse. Non, de richesse. Ni pour l'acquisition, encore moins pour l'accumulation de richesses. On doit venir parce qu'on le choisit, c'est tout, par passion, par amour du métier. Et je félicite les jeunes pour ce qu'ils font, pour ce que vous faites. Mais pourquoi la RTS ne fait pas ça, des reportages en direct de manifestations? Bon, ne comptez surtout pas, je vais être très honnête avec vous, oui. Comptez surtout pas sur Daouda Ndiaye pour faire le procès de la RTS. Je connais la ligne éditoriale que j'ai moi-même défendue, puisque le rédacteur en chef, comme disent les Anglais, Power is the editor in chief. Bon, mon anglais n'était pas bon. On dit que le pouvoir, c'est le rédacteur en chef. C'est mon ami Ibrahim Hassané qui l'aurait dit merveilleusement, qui aurait donné merveilleusement la formule en anglais. D'accord. Ou Babacar Diagne. Babacar Diagne, oui. Ouais, donc, le pouvoir, c'est entre les mains du rédacteur en chef, qui est le surveillant d'une ligne éditoriale sur laquelle, effectivement... Aujourd'hui, le constat est amer. Beaucoup de journalistes emprisonnés sous le régime du président Macky Sall. Une tâche pour la démocratie, pour la liberté d'expression, ou juste un souci de régulation? Moi, je ne veux pas... Bon, d'abord, je dois dire, je sais que c'est un point de vue impopulaire qui ne sera pas soutenu, en particulier par beaucoup des vôtres, vous les jeunes. Moi, je reconnais les journalistes qui sont de vrais journalistes. Il y a d'autres, puisqu'on dort aujourd'hui chemin, il y a certains... je n'aime pas beaucoup cette question, mais ce métier doit être rationalisé, il doit être respecté. On n'est pas journaliste, on ne naît pas journaliste, on apprend à le devenir. Il y a un itinéraire, il y a un chemin par lequel il faut forcément passer, il faut accumuler un minimum de pratique, il y a une praxis qu'il faut maîtriser pour devenir journaliste. Donc, mais je lance un appel en tant que modeste ancien journaliste, en tant que journaliste retraité qui observe quand même avec beaucoup plus de recul ce qui se passe dans ce domaine-là, un appel au chef de l'État pour qu'il fasse preuve de beaucoup d'indulgence et de clémence à l'égard des journalistes et de l'ensemble des prisonniers politiques, des prisonniers dits politiques, des prisonniers dits le politiques. président lui dit que ça n'existe pas au Sénégal de détenus politiques. C'est pourquoi j'ai dit des prisonniers dits politiques. Voilà, c'est selon l'entendement de chacun. Je comprends. Voilà. D'accord. Politique ou dit politique, etc. Je pense que c'est vrai qu'il y a un nombre important déjà de prisonniers. Et je crois que mon vœu, mes prières, est qu'ils puissent être libérés. D'accord. Et qu'on retourne à la table de négociation. Moi, je crois à ça, quoi. D'accord. Le signal de Walf a été coupé pour la deuxième fois. Vous trouvez juste ces mesures prises ces derniers temps par, d'une part, le CNRA et de l'autre, le gouvernement, parce que la dernière coupure vient du gouvernement et non du CNRA. Non, c'est regrettable. Moi, je vous l'ai dit, je suis un défenseur de la liberté de la presse. J'ai exercé ce métier toute ma vie, jusqu'à la retraite. Je continue de temps en temps de pratiquer un peu, hors des frontières parfois. Donc, oui, c'est regrettable. Je regardais là, avant de venir à cette émission, des gens qui se plaignaient. Et là également, je demande aux autorités et aux responsables, en particulier, et en
en tête desquelles, même si c'était de 2-3 jours. C'est pour l'image, c'est pour le symbole. C'est pas bon la fermeture d'une télévision, d'une radio, etc. D'accord. Conséquence, la direction annonce des licenciements collectifs. Est-ce que les associations de la presse ont été à la hauteur? Est-ce que les associations de la presse ont été à la hauteur? Bon, j'avoue très franchement, là-dessus, je vais être très modeste puisque je ne me suis pas intéressé à ce qu'ont fait les associations. Je sais que ces associations ont fait leur devoir, ont revendiqué, ont plaidé, ont lancé des appels, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent pas prendre des décisions, ils ne peuvent faire que ça. Leur compétence s'arrête là, à la revendication, à la demande. C'est tout. Mais je crois qu'ils ont fait effectivement ce qu'ils pouvaient faire. Et là également, il faut solliciter la clémence du gouvernement, la compréhension, l'indulgence du gouvernement. Et peut-être, je ne dirais pas demander à nos amis de Walf, je n'irai pas jusqu'à leur demander de revoir leur ligne éditoriale, c'est à eux d'apprécier comment ils pourraient se comporter si un jour ils se rencontraient les autorités chargées de la gestion de ce dossier et qu'une solution serait trouvée. D'accord. Autre conséquence des événements de juin, nous sommes toujours au mois de juin, c'est cette fermeture des consulats au niveau de l'étranger. Pendant 48 heures, ils ont été rouverts ensuite. Comment vous appréciez cette décision de l'État du Sénégal? Bon, vous savez, je n'aime pas ça. Ça, j'ai pas... tout ce qui peut nuire à l'image du Sénégal, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, je ne suis pas avec ça. C'est clair. Ça soit clair. Maintenant, il faut que les gens qui parlent de ces situations parlent en connaissance de cause. Ne parlent pas par démagogie. Démagogie où souvent... un démagogue en particulier, c'est promettre ce qu'on n'a pas pu faire ou ce qu'on ne pourra pas faire. On sait en âme et conscience qu'on ne pourra pas le faire. C'est pourquoi un célèbre homme politique disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, d'accord, vous voyez? Donc, non, je ne suis pas pour ça. Je crois qu'il faut se munir de courage, de vigilance et de tolérance. Je n'étais pas pour ça, franchement parler. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir immense de vous recevoir sur ce plateau en entretien spécial, Monsieur Daouda Ndiaye. C'était dans un autre contexte, nous aurions pu nous épancher sur votre parcours parce que la jeune génération là n'est pas l'essentiel. Mais on a dit l'essentiel comme vous l'avez dit. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sénéweb. Oui, je vous remercie. Permettez simplement une petite adresse, puisque le temps m'a paru tellement court que je me suis demandé si on avait fait 10 minutes. Bon, c'est parce que le débat était intéressant. C'est pour vous taquiner un peu, lancer un appel. Disons-nous la vérité, aujourd'hui, les acteurs qui peuvent jouer sur l'avenir immédiat, je veux dire immédiat du Sénégal, puisque nous sommes déjà à quelques mois seulement de 2024, et il y a un débat qui se développe autour des candidatures. Oui, surtout sur l'éventuel troisième candidat. Voilà, l'éventuelle troisième candidature du président Macky Sall, l'éligibilité ou la non-éligibilité d'Ousmane Sonko. Je crois que le temps est au dialogue. On n'a pas de temps à perdre. Je crois qu'il faut se munir. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall devrait se représenter en 2024? Non, ça je ne peux pas me prononcer, c'est lui, je ne peux pas mettre dans la peau d'un chef d'État. D'accord. Donc, il a les éléments d'appréciation. On dit souvent qu'un président de la République est le mieux informé du pays, et c'est valable pour tous les pays. En âme et conscience, il a ses positions qu'il assume, il a une mission qu'il estime
devoir mener jusqu'à son terme. Les Sénégalais attendent quelque chose. Bon, on verra. Ça, c'est une question, j'allais dire, crypto-personnelle. D'accord. Donc, tu vois. Alors, je voudrais dire que moi, j'aurais invité, je le dis en toute humilité, en toute modestie, puisque bon, je ne représente que moi. Bon, je ne suis pas venu ici sur commande, je suis venu parce que vous m'avez invité. Vous avez bien voulu m'inviter, je vous remercie infiniment. Rendre visite à de jeunes confrères est un plaisir pour moi, qui suis éloigné de cet environnement depuis déjà des années. Un appel au dialogue, donc plus de tolérance, plus d'humilité. Éviter tous ces propos qui divisent, ces propos, ces discours, des actes qui divisent, qui enfoncent davantage le Sénégal dans l'inaction, donc dans la pauvreté. Nous avons des défis très importants. La pauvreté, l'environnement, les problèmes énergétiques, les problèmes qui sont ceux du monde entier et qui n'épargnent aucun pays. Nous avons ces problèmes-là. Et je crois que pour un pays de 17 millions, de moins de 200 000 km², je crois que ce n'est pas réaliste, quoi. Je crois que les politiques doivent être humbles, modestes, rester à la disposition des populations, qu'ils soient de droite ou de gauche, faire en sorte que ces populations souffrent moins des actes qu'ils posent quotidiennement, des propos qu'ils tiennent. Et je crois que si on le comprend, c'est Dieu qui vous récompense. C'est Dieu qui décide de celui qui sera demain président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Ndiaye, ancien directeur général de la RTS, ancien directeur de la communication de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. C'était Mourou Diop à la régie. Merci beaucoup, excellente journée à vous.